Bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui est toute fraîche, qui démarre à peine. Cette vidéo donc cet audio en fait, est un pur brouillon chaotique partant dans tous les sens que je n'avais pas spécialement prévu de poster à l'origine, qui me sert à simplement établir de manière libre pour le moment et sous la forme d'un énorme monologue, quelques thèmes qu'il m'intéresserait de développer de manière plus construite et plus agréable. Il y a également un petit problème de micro parce que je n'ai pas encore de filtre anti-pop, donc anti-petit bruit de pop, ce qui va pas tarder à arriver. Voilà, donc c'est une longue présentation de ce qu'il m'intéressera de développer sur, donc en partie, les thèmes féministes à l'épreuve des années post-2020 et ce qui va advenir de toutes ces idées, plutôt avec une perspective, pour faire simple, de droite. Voilà. Je laisserai n'importe quel. Je ne m'attends pas à ce que cet audio soit entendu par qui que ce soit, mais on ne sait jamais. On est sur Internet, on n'est jamais à l'abri d'un petit curieux. Voilà. La vie est une cerise, la mort est un noyau, l'amour un cerisier. Et donc ce sera l'occasion d'essayer de mettre en forme certaines intuitions à l'oral, donc essentiellement d'abord au micro. Je préfère ça pour le moment que le visage. On verra après si je montre ma tête. Et donc j'aimerais essayer d'exprimer certaines intuitions, notamment politiques. Mais voilà, j'ai eu cette idée tout à l'heure. Que je pense intéressante. Pourquoi ? Et en fait, il faudrait que je la développe à l'écrit, puis ensuite que je me mettrai à parler dessus. Pourquoi, à mon avis, il va y avoir une droitisation progressive qui va passer par les femmes ? Et pourquoi elle passerait par les femmes ? Parce que, donc pour deux raisons. Oh là là. Non, il faut pas faire trop de pop, sinon c'est pas drôle. Pour deux raisons. La première, c'est que... Attends, je vais bouger ça comme ça. La première... Donc en fait, c'est que... en fait, j'aimerais, je pense, faire une sorte de petit exposé. En fait, je vais pas faire beaucoup de vidéos. J'aimerais faire un genre d'exposé... de certaines théories, on va dire. Et c'est vraiment dans un but de nourrir le débat, plus que Il y a un positionnement chez moi, mais ce serait vraiment davantage pour apporter de l'eau au moulin, apporter une perspective. Et si je me suis bougé le cul, parce que d'habitude je suis plutôt d'un naturel quand même, à rester un peu dans mon coin et à pas trop... à n'exprimer mes idées que pour moi-même, si j'ai été jusqu'à acheter un micro et me dire, c'est que je sens que il y a quelque chose de potentiellement intéressant à creuser. Pour ceux que ça intéresserait, qui seraient ouverts et qui auraient repéré en fait un petit peu les mêmes choses que moi. Donc il y aurait plusieurs choses. Il y aurait donc... je pense un petit volet. En fait, c'est l'idée... c'est pas un... Il y a quand même un axe féminin dans les réflexions que j'ai envie de porter. Et c'est pas non plus un contre-féminisme. En fait, je suis pas du tout dans un...
je m'inscris forcément dans une espèce de, on va dire, de filiation lol, féministe parce que forcément, enfin je suis de mon époque, on va dire ça comme ça. Par contre, en fait, je, comme à peu près tout le monde, je pense que je suis épuisée des écueils du féminisme contemporain, mais ça ne me suffit pas non plus d'être dans le ouin-ouin. En fait, j'ai l'impression qu'il nous faut il nous faut vraiment de la profondeur, quoi. Il faut aller plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin, et quand je dis plus loin, c'est pas aller plus loin dans la connerie et dans l'hystérie collective et dans la guerre des sexes, en fait, parce qu'on en est quand même un petit peu là, on va pas se mentir. Pour moi, c'est vraiment plus un bilan et puis on va dire un positionnement qui met quand même le féminin à une certaine place, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il a un rôle à jouer. C'est plus ça, en fait. J'ai vraiment l'intuition profonde depuis quand même pas mal d'années, et même en mettant progressivement, enfin même pas progressivement, parce que j'ai jamais vraiment été convaincue par les discours féministes. Je ne suis pas anti-féministe dans le sens où je crois que j'ai quand même une forme de gratitude d'avoir le droit de faire des études. Enfin, je me dis, en fait, j'ai quand même bénéficié d'un certain nombre d'avantages, je n'utiliserai pas le mot privilège, d'un certain nombre d'avantages, grâce au fait de vivre en 2020, enfin, dans ces années-là, qui sont très compliquées à gérer par ailleurs pour plein d'autres raisons, mais en tout cas, en tant que, justement, en fait, un des arguments est également celui-là, c'est que en tant que femme, à cette époque, j'ai pas du tout l'impression d'être opprimée, en fait. Il y a des problèmes, oui, parce que dans la vie, il y a des problèmes, excuse-moi, et il y a peut-être des problèmes relatifs. En fait, tout ça, on peut ne pas exclure qu'il y ait des problèmes relatifs à la relation entre les sexes, tout ça. Après, en faire un discours totalisant sur la réalité, pour moi, c'est totalement décalé. Enfin, c'est totalement en contradiction, en fait, même carrément, avec mon expérience. Qui est plutôt... Alors certes, mon expérience ne définit pas la totalité du réel, mais quand certaines théories rentrent carrément en contradiction avec on va dire, la continuité ou la permanence de mon expérience, je suis obligée de me dire, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Je n'arrive pas, en tout cas, ça ne passe pas, quoi. Bref, j'ai perdu mon fil. Donc tout ça pour dire que donc j'ai l'impression d'avoir bénéficié... de ce que ce siècle a pu apporter comme perspective, en tout cas on va dire une respiration. Je pense que le siècle dans lequel on vit, quel que soit on va dire l'exaspération que peut susciter le féminisme ambiant qui est devenu hégémonique, c'est quand même un siècle où les femmes prennent une forme d'indépendance et se posent des questions. Et je pense que c'est pas du tout une mauvaise idée, pour la simple raison... c'est pas du tout une mauvaise idée parce que c'est en fait à mon avis, et c'est là où je me désolidarise du féminisme actuel, en fait, de contemporain, qui est parti sur d'autres sujets qui ne m'intéressent pas, en fait, tout simplement, et qui est les gens sont en train de perdre leur énergie sur la question est-ce que les trans sont des femmes. J'en ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas. Vous avez choisi de vous mettre dans ces... Donc la question n'est pas là pour moi, elle est déphasée avec la réalité. Et en fait, ce qui m'intéresse davantage, c'est de m'apercevoir qu'effectivement, peut-être que cette respiration des femmes a été comme une espèce on va dire, de fatalité. À un moment donné, le truc allait craquer. Et pourquoi, d'ailleurs, mon prisme à moi, n'est pas celui de l'oppression. Je trouve qu'il y a un problème avec cette question de l'oppression. J'aimerais d'ailleurs développer ce point en particulier. En fait, j'aimerais critiquer les articles de foi de ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme. Voilà, ça y est, le mot est lâché. Mais pas seulement les critiquant, genre bouh, c'est du caca, même si, on va dire sur un plan tout à fait basique, c'est un peu ce que je pense, enfin, assez vite ça me fait lever l'œil. Mais je m'y suis... En fait, avant que tout ça ne vrille, j'ai assez vite senti que ça allait vriller, que c'était de la merde. Mais j'y ai donné de l'énergie quand même. J'ai essayé de comprendre, j'ai beaucoup lu, enfin bref. Donc je ne suis pas complètement néophyte là-dedans non plus.
Et je pense du coup qu'il y a une certaine critique certaines fixations, notamment donc toute cette rhétorique autour de l'oppression et de la réduction de tous les rapports humains dans l'histoire et dans l'actualité à des rapports de domination. En fait, je pense que tout ne peut pas se réduire. Et ce qui ne veut pas dire que cela n'existe pas. Encore une fois, il y a une différence entre pointer du doigt une réalité et faire de cette réalité une grille de lecture générale qui tend à se généraliser à tout le reste. Et en fait, c'est contre ça que je lutte essentiellement. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu une domination, par exemple, une domination masculine à certains moments de l'histoire, dans certains contextes, qui a eu tendance du coup à grignoter sur la liberté effective, c'est-à-dire effectivement le fait d'inscrire dans la loi que en gros la femme est quasiment une propriété ou des choses comme ça. Je pense que sur le plan, si on imagine qu'il y a des valeurs universelles ou des espèces de grands principes de morale, il y a quelque chose qui peut justifier une avancée, une évolution, une métamorphose, une lutte en fait. Je pense que ça c'est très très clair. Et donc en tout cas j'ai l'impression que donc à l'heure actuelle je n'ai pas grand chose, enfin personnellement, et mon expérience, enfin de la même manière que l'expérience de machin truc, enfin la mienne aussi vaut en fait. Tout ça pour dire que étant d'une famille d'extraction, d'une famille plutôt traditionnelle on va dire, jamais mes parents ne se sont opposés. Mes parents qui étaient tout ce que tu veux, d'extraction vraiment traditionnelle avec tout le package catholique, tout ce que tu veux, on m'a jamais empêché de faire quelconque étude que je voulais, y compris en fait d'ailleurs même. C'est drôle parce que j'avais plutôt des prédispositions très 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 visibles pour tout ce qui était les matières littéraires, et mon père avait plutôt tendance, de manière un petit peu que ma mère lui a signifié comme stupide, à me pousser vers des études scientifiques. Donc, enfin, en fait, voilà, bon, tout ça, évidemment, ce n'est que mon cas, hein, on reste, voilà, mais je veux dire, il y a certains, même alors même qu'on est une famille cumulant un certain nombre de stéréotypes de droite, de stéréotypes de classe, voilà, et jamais dans ma famille, on ne m'a forcé, on ne m'a poussé dans les bras d'un quelconque prétendant choisi à ma place, on ne m'a empêché de quitter la maison à 18 ans, on ne m'a empêché de faire des études, voire même poussé plutôt dans les études scientifiques, encouragé. Moi par exemple, j'étais une des filles de la famille qui avait notamment un vrai intérêt pour j'ai plutôt des compétences dans les matières littéraires et artistiques, mais j'étais très très intéressée par la science. Et y a pas de problème, on m'a acheté des bouquins qui parlaient des planètes, j'ai eu droit à tout le kit. Petite, j'ai eu droit à des abonnements à des magazines scientifiques, je veux dire, il n'y a pas de problème. En fait, les gens intelligents et normaux, à un moment donné, la vie, voilà. Donc tout ça pour dire que du coup, donc, je ne me reconnais pas du tout dans la nécessité d'aller péter les plombs sur des stéréotypes de genre, parce que je ne les ai pas du tout vécus. Je n'ai pas non plus eu l'impression, dans mon milieu, que les choses ont été vécues comme ça, de manière... bref. Et donc, je pense que c'est des combats un petit peu futiles, en fait. Mais je m'interroge. En fait, je m'interroge sur la... ça, c'est une interrogation qui, chez moi, a vraiment été de longue durée. Elle a accompagné toute mon entrée dans l'âge adulte, en fait, où j'avais... Bon, non seulement je percevais que le thème du féminin était vraiment sur la table, quoi. On en parlait beaucoup, que c'était un thème qui était, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, de toute façon, il était là. C'était un thème qui était en train d'être exploré sous toutes les coutures. Et qu'en même temps, dans mon petit cœur, dans ma petite âme, donc émergeait une réflexion que je ne peux pas qualifier vraiment de féministe au sens où on l'entend aujourd'hui, mais qui était en tout cas une réflexion vraiment profonde sur le féminin, sachant que j'étais pas d'ailleurs quelqu'un de spécialement féminin. J'étais assez asexuée en fait, ado et jeune adulte, je me cherchais un peu, sans que ça n'ait rien à voir avec la transidentité quelconque, mais disons j'étais assez amorphe en termes, voilà, et je sentais qu'il y avait une aspiration à la féminité en même temps,
et en même temps avec une interrogation sur ce que ça signifiait, et l'impression que j'ai de fond, qui est qu'il y a des grands thèmes féminins, par contre, qui sont nécessaires à cette époque, en fait, qui sont absolument nécessaires, mais pas forcément... En fait, finalement, j'en suis venue à me dire que le féminisme actuel n'est que la face émergée de l'iceberg et la face chaotique et émergée de l'iceberg d'un féminin qui est en redéfinition, qui est en train, en fait, je sais pas comment dire, mais comme une force tellurique qui est en train de bouger et qui est en train de reprendre des forces, et je pense que ça, pour le coup, c'est important. Pourquoi ? Parce que l'humanité en a besoin. Ça semble un petit peu... Wouh, ça y est, on part dans les... Voilà, mais je pense que c'est très sérieux, cette histoire. Et l'humanité en a besoin, et j'aimerais apporter du matériel par rapport à cette théorie. Cette théorie que il y a, donc par exemple, pour moi, en fait, d'ailleurs, j'associe tout l'espèce de mouvement en fait contre la gauche, une espèce de mouvement de retour au terroir, de retour au chez nous, comme on dit chez Monsieur Zemmour, de retour aux racines, de ce mouvement contraire. Souvent on utilise une dichotomie entre les mondialistes et les enracinés d'un coup. Enfin, c'est quelque chose qui commence à être un petit peu à se dessiner de manière assez claire dans la société, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, avec ce thème de l'enracinement, arrive le thème du féminin. C'est absolument... en fait, c'est nécessaire. C'est nécessaire au sens philosophique, enfin, au sens... c'est inévitable. Et pourquoi ? Parce que le féminin, en fait, il y a une notion, pour moi, dans le féminin un peu métaphysique, même si on dit que ça n'existe pas. Dans la notion un peu métaphysique du féminin, il y a en fait la notion de maison. Et pas la cuisine nécessairement, mais en fait il y a en fait j'aimerais faire une sorte de métaphysique de grands thèmes féminins tels que voilà. Alors ça va faire hurler mais je suis la première à vraiment vouloir qu'on ne caricature pas ces aspects féminins, ces archétypes en fait, et qu'on ne les plaque pas de manière de manière plate sur le féminin biologique. Donc en fait, quelque part, je suis un peu dans une réflexion sur le genre, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que je pense, et ça aussi, je ferai une analyse là-dessus, c'est-à-dire que la réflexion sur le genre, en fait, elle est une façon de réfléchir sur l'aspect culturel, l'aspect construit et culturel du féminin et du masculin, mais avec plein de présupposés qui sont ceux de la déconstruction, en fait, qui sont ceux de dire que c'est construit pour mieux déconstruire, et avec une perspective derrière qui est constructiviste, c'est-à-dire qui est reliée aussi aux théories du contrat, qui est reliée aux théories de l'état de nature, l'état de culture, tout ça. Enfin bref, je vais pas du tout rentrer dans les détails là-dedans, c'est pas assez clair pour moi pour en parler de manière articulée, mais en tout cas, il y a très clairement cette notion, en fait, dans la distinction entre le genre, alors que ce qui m'intéresse plus, ça va être donc d'aller chercher un peu ces représentations effectivement du masculin et du féminin, de montrer pourquoi elles ont besoin de faire retour à notre époque précise. Pourquoi par exemple, est-ce que des thèmes en fait, mais on peut carrément prendre ces thèmes sur le plan mythologique, poétique, et en fait c'est ça qui me manque. Je me dis que dans le féminisme, qu'est-ce qui me débecte en fait, presque plus que le fait que ce soit des meufs qui se plaignent tout le temps, et qui pensent qu'on a envie de les écouter se plaindre et que leur souffrance justifie tout. Salut le chat. Oui. Oui, je suis une meuf à chat. Voilà, il faut le savoir. Comment dire ? Donc j'aimerais en même temps j'ai vraiment la conviction que et que presque, donc tout ceci étant dans une optique de réconciliation et des sexes, même pas de réconciliation, parce qu'en fait il n'y a jamais eu de guerre, parce que pour moi ce qui compte c'est l'amour. Voilà, je suis pour que les gens s'aiment, je suis pour l'amour, c'est un peu débile, mais j'aimerais également donc parler de l'amour, évidemment j'ai absolument pas le fin mot de l'histoire,
Mais j'ai compris 2-3 trucs, peut-être. J'ai 2-3 choses à dire, j'ai 2-3 choses... Enfin bref, et donc ça m'intéresserait de parler de l'amour, de parler de comment je peux concevoir l'amour aujourd'hui dans quelque chose qui soit à la fois pas trop cynique, parce que je trouve que par exemple dans tous les discours, que ce soit donc du côté féminin comme du côté des mectos ou des trucs comme ça, c'est un discours qui est en fait assez cynique et assez plat, et je trouve ça triste. Et donc j'aimerais j'aimerais séparer en fait un peu démarxiser tout ça, montrer, en fait, apporter ne serait-ce qu'une une espèce de méta-perspective qui te montre que ce soit du côté de celles qui défendent les femmes et de ceux qui défendent les hommes, on reste dans quelque chose qui est à la fois très réaliste et très très utile, mais qui reste très instrumental et qui oublie l'amour en fait, qui oublie et je veux pas non plus romantiser totalement l'amour, mais juste essayer de lui, en tout cas d'interroger. Ça va être ça, d'interroger sa potentielle consistance et comment est-ce qu'on peut le remobiliser dans les relations hommes-femmes comme quelque chose de fort, pas seulement comme une illusion, comme est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, est-ce que ça existe, en fait, est-ce qu'il y a une efficacité de l'amour aussi est-ce qu'il y a une transcendance aussi de l'amour, est-ce que en fait parfois les relations hommes-femmes c'est extrêmement difficile, c'est plein de pièges, c'est plein de bordel. Mais est-ce que dans l'amour, il n'y a pas également, alors sans cautionner tout évidemment, mais il n'y a pas aussi une notion un peu d'espoir, de cheminement, de dépassement, de temps long pas forcément sur le temps de la durée, mais de temps long qui construit des trucs, quoi, malgré les obstacles, malgré le fait que ce soit compliqué, Donc tout ça, j'ai envie de réenchanter un peu ça, parce que en fait, même si je n'ai pas forcément été... j'ai été à la fois chanceuse et malchanceuse en amour. C'est-à-dire que malchanceuse parce que je commence à atteindre, je commence à galoper vers la trentaine et je n'ai pas de partenaire. Enfin, voilà. Mais je pense avoir aussi eu de la chance à certains moments parce que j'ai rencontré des hommes, des gens qui ne sont... Je pense, il n'y en a pas 15 non plus, hein, mais disons, au cours de ma jeune vie, il y a eu des hommes, des gens de sexe masculin qui ont compté énormément pour moi, voire qui m'ont énormément construite, et à qui je dois énormément, et qui m'ont aussi beaucoup appris sur en fait cette espèce de ça va faire très Otis, Mission Cléopâtre là, mais de cette espèce de danse, de danse du masculin et du féminin, de danser la vie. Non, mais en tout cas qui m'ont vraiment un peu ouvert les yeux sur la sexuation, pas seulement sur la sexualité, mais vraiment sur la dimension sexuée de ma personne. Et le fait que dans certains cas, je ne rentrerai pas dans les détails, dans certains contextes relationnels amoureux, je découvrais ma féminité et je découvrais un certain bonheur à être accompagnée d'un masculin et de découvrir qu'il y avait un potentiel de conflit là-dedans, mais il y avait également un énorme potentiel d'harmonie et de création. Et de création à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau tout simplement de la fécondité, on va dire, mais également une fécondité spirituelle. Voilà. Et donc, tout ça m'intéresse franchement. Donc j'ai envie de parler d'amour, j'ai envie de parler de pourquoi donc, le féminin est en train de basculer, et à mon avis, ça va être la grande tendance qu'on va observer dans les 5 ans à venir. C'est pour ça que je veux parler, en fait, aujourd'hui. C'est parce que, à mon avis, dans les 5 ans qui vont arriver, il va y avoir une forte féminisation de la droite. Voilà. Et parce qu'en fait, il va y avoir un recoupement entre, de 1, la réaction qui va commencer à se faire sentir au féminisme excessif. À mon avis, en fait, on va avoir l'impression dans les médias, dans le monde culturel, que l'espèce de soupe LGBTQ+, mon cul, est en train de prendre, de devenir complètement hégémonique. La réalité, à mon avis, ce sera de la poudre aux yeux, c'est-à-dire que ça prendra énormément de place dans le discours, mais en fait, la réalité, c'est que le sentiment commencera à doucement aller à l'encontre de ça. Et donc, qu'il va y avoir une réaction, en fait, tout simplement, même au sens basique de la réaction, comme dans le mot réactionnaire, par exemple, donc c'est ce qui n'est pas forcément une insulte, hein. Mais il va y avoir une réaction par rapport à ça.
et qu'à mon avis, elle va coïncider avec la mutation du discours de droite dans un discours d'enraciné. En fait, c'est déjà le cas. Le discours de droite est déjà en train de passer du côté du discours enraciné. Mais en même temps, ce discours va devenir de plus en plus légitime. C'est-à-dire que jusqu'ici, il était justement perçu comme réactionnaire, c'est-à-dire inaudible. En fait, il était diabolisé, inaudible. En fait, on avait mis un couvercle sur les racines. Donc ça, j'aimerais explorer également ça, le concept de racine, d'origine, l'espèce de couvercle mis sur le sacré et sur l'origine, qui engendre, en fait, qui est à la racine aussi de tous ces mouvements. En fait, c'est ça, j'aimerais essayer de faire une analyse de ces mouvements qui en retrace la généalogie, on va appeler ça comme ça. Vraiment l'origine, en fait. Pourquoi est-ce que ça cristallise sur ces thèmes, et pourquoi ces thèmes-là ont l'occasion de se répandre comme un cancer. Donc je vais analyser ça sur un plan quasiment clinique, en fait, montrer pourquoi est-ce qu'il y avait un terrain favorable aussi, un terrain favorable. Donc là interviendra le thème de la transmission et de la rupture de la chaîne de la transmission, et à partir du moment où tu romps cette chaîne, eh bien tu vas permettre à un certain type de ressentiment, qui est en fait un ressentiment générationnel, et un ressentiment contre la transmission elle-même, contre l'ordre de la filiation, contre le père et tout l'ordre de la filiation, tu vas permettre à ça de naître, et donc c'est ça qui est en train de se passer. On étudiera à ce sujet Frankenstein. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que, à mon avis, donc, cette réaction au féminisme de gauche, plus une décomplexion de plus en plus avancée du discours des enracinés, donc des enracinés qui vont devenir, qui va se confondre avec le discours de droite, donc qui va, effectivement, ça va correspondre à quelque chose d'un peu traditionnel, à des valeurs familiales, donc ça va faire peur aux gens, parce que ça va avoir l'air de dire qu'on est en train de retourner au fascisme, mais en fait c'est juste un énorme, en fait c'est un retour de bâton. Alors là je vais pas faire plaisir à des gens, on va parler de l'Ukraine, je ne prends pas parti je ne prends pas parti dans ce que je vais dire, je suis pas du tout en train de placer des bons points à droite ou à gauche, je me place encore une fois, le maximum possible en retrait de la situation, autant que faire se peut, et je me dis que qu'est-ce qui s'est passé avec la Russie, donc il y a le cas de l'Ukraine, mais dans le contexte géopolitique mondial, l'attaque de la Russie, c'est également le retour de bâton, c'est le retour de flamme d'un certain laisser-aller. Je dirais pas que c'est un châtiment, mais il y a quelque chose un peu de cet ordre, et je pense que même les Russes le conçoivent, le vivent un peu comme ça. C'est un peu, en fait, ils ont plus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont pas de respect pour nous. Ils ont pas de respect pour nous. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'on est vraiment en train de partir en couille, et à certains égards, encore une fois, sans cautionner, ils ont pas tort sur certaines choses. Bref. Et donc, le discours enraciné, je vais y arriver, hein. Le discours enraciné va finir par prendre une certaine ampleur, parce qu'il va devenir de plus en plus légitime, et il va y avoir de plus en plus de gens qui vont assumer de former un contrepoids. En plus, les gens auront souffert, hein. Les gens auront souffert du Covid, les gens ont souffert des conséquences de la guerre qui est en train de se déclarer. Et donc, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que les gens vont commencer à assumer où est leur intérêt, en fait. Et ils vont arrêter de se faire plumer, tout simplement. Donc, ils vont accepter de fabriquer ce qui va s'appeler, ce qui va en politique prendre la forme de ce qu'on appelle l'union des droites, mais en fait ça va être simplement effectivement une forme de droitisation dans les opinions, même pas dans les opinions, en fait dans les attitudes, par nécessité vitale pour le peuple de France qui existe, parce que sinon il y aurait même pas de raison de faire des élections, tout ça, enfin bref, par nécessité vitale, donc pour cette France qui existe, qui est tout à fait vivante, de créer un contre-pouvoir à tout ce qui voudrait la dissoudre. Et il s'agit même pas, en fait c'est ça, on arrive dans un moment où pourquoi ça va devenir légitime ? Parce qu'il va devenir évident qu'il y a des forces qui essayent de la dissoudre, et que il ne s'agit pas simplement de protéger, enfin en fait il ne s'agit pas d'un repli nationaliste, il s'agit de défendre l'existence, en fait, de cette entité, de ce peuple, de cette culture. Enfin, c'est tout simplement ça. C'est même pas une question
à un moment donné, pourquoi est-ce que ça va basculer ? Parce qu'on va même plus être dans l'ordre de la réaction, on va être dans l'ordre de la légitime défense. C'est-à-dire, pour prendre un exemple basique, simple, même presque simpliste, une personne, on dit souvent, ça sert à rien d'aider les autres si tu t'aides pas déjà toi-même. C'est très banal comme exemple, mais c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde sait, tout le monde l'a sans doute déjà expérimenté, que quand tu ne mets pas de limite aux gens, quand tu ne mets aucune limite, bah en fait, t'es très gentil, ah bah ça, t'es super gentil, hein. T'es hyper gentil. Mais alors, au bout de 5 ans, tu crèves, en fait. Bah, ça va plus. Je pense chacun, à sa manière, a vécu des situations comme ça, à l'échelle de sa propre individualité. Qu'en fait, à un moment donné, être une personne équilibrée, et une personne d'ailleurs capable, du coup, d'être altruiste, c'est d'abord être une personne qui est capable de poser certaines limites. Parce que ne pas avoir de limites, ça correspond en fait à disparaître, à ne pas exister, et à du coup même devenir potentiellement une force mauvaise. Parce qu'en fait, on est obligé pour exister, d'avoir une existence parasite d'autres manières. Bref, tout ça pour dire que c'est de la même manière quelqu'un qui se sera fait beaucoup marcher sur les pieds et qui en aura conçu une certaine rancœur en fait, va devoir, pour retrouver un équilibre, poser des points sur les i, être un peu ferme, et je pense que c'est ça qui va se passer. Et c'est ça qui va se passer. Et donc ça va correspondre, donc tout ça va se télescoper également avec la réaction au féminisme. Donc ce qui va en fait créer une droitisation de la société du côté des femmes. À mon avis, les femmes vont avoir, et du coup, quelque part, à mon avis, en tout cas c'est là-dedans que je m'inscris, un une manière de se réapproprier des thématiques non pas féministes mais féminines, sur un plan qui ne serait pas uniquement celui du conservateur de droite catholique, même si ça passe un peu par la peut-être réexploration de l'héritage, et donc éviter de tout foutre par terre tout simplement. Mais en même temps, donc, ça va passer à mon avis par une saisie des grands enjeux du féminin de l'époque. Pourquoi est-ce que le féminin est au premier plan ? Et pourquoi est-ce que ça peut être autre chose qu'un caprice féministe ? Que ça peut également en fait être salutaire, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est le féminin, par exemple, de manière archétypale très basique ? C'est le rapport à la maison, c'est le rapport au lieu, c'est le rapport c'est un peu le rapport à la racine. Pourquoi il y a toute cette histoire de rapport au corps qui est un petit peu plus qui est différent chez les hommes et chez les femmes. Je dis pas qu'il est forcément plus fort en fait, mais en tout cas il est plus les femmes sont plus proches des forces créatrices, c'est un peu logique en fait, c'est pas vraiment révolutionnaire de dire ça. Et donc elles sont plus proches aussi de la notion de foyer, en fait de la notion de centre et de centralité et de foyer, de ce que ça veut dire en fait. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment avec l'écologie, avec ce qu'on est en train de vivre en fait, avec les problématiques environnementales. On est en train d'essayer de comprendre ce que c'est qu'habiter. Ce que c'est que habiter, c'est pas parasiter, c'est autre chose. Habiter, c'est faire vivre un lieu. C'est vivre dans ce lieu et c'est faire vivre ce lieu. C'est le respecter et c'est le voilà. Et à mon avis, et c'est là d'ailleurs, en fait au fond, c'est parce que je suis un bisounours. Voilà, je suis un vrai bisounours. Je pense qu'il y a certaines préoccupations de fond de l'époque où en fait les opposés se touchent. C'est-à-dire que des grandes préoccupations qui justifient à certaines personnes d'aller s'extrême gauchiser, enfin en tout cas se gauchiser, d'autres personnes vont se droitiser, mais en fait, dans le fond, pour un peu les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'à gauche, ça va prendre la forme de la préoccupation écologique, et à droite, ça va prendre la forme de la préoccupation pour les racines. Pour les racines et en fait pour le respect de la terre où on est né et de ces traditions qui sont aussi... Dans la tradition, il y a quelque chose d'écologique. En fait, ça, c'est un thème important. Dans la tradition, il y a quelque chose où on te lègue... En fait, qu'est-ce qu'on te lègue ? On te lègue la vie grand V. Et on te lègue tout un art de vivre. Un art au sens fort. On t'humanise à travers la transmission culturelle. Et en fait, en t'humanisant, on te transmet également un mode de vie qui a fait ses preuves et qui s'est transmis, c'est-à-dire qui a réussi également à se transformer, à s'adapter,
qui est vivant, on te transmet la vie, en fait, tout simplement. Et donc, et qui a réussi. Donc ça veut dire que ce mode de vie-là, il est comme, entre guillemets, une entreprise qui fonctionne, c'est-à-dire que il est très bien adapté à son écosystème, il forme un écosystème, en fait. Et donc, à l'intérieur de la préoccupation traditionnelle, en fait, pour moi, il y a une préoccupation écologique, et ces deux choses se rejoignent. Et à mon avis, à terme, la perspective de droite générale, on va dire, sur la question, va être plus pertinente que celle de la gauche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à un moment donné, la nature, elle aime pas la déconstruction à l'infini. Donc si tu prétends être dans une préoccupation écolo, féministo, je sais pas quoi, bah tu peux pas... se teindre les cheveux en bleu, c'est pas... Enfin tu sais, je te demande pas de... Voilà, mais c'est un peu le... C'est pas trop Gaïa, tu vois. Bref. Et donc... Et en fait, à mon avis, ce que recherche dans l'écoféminisme, par exemple, une fille très à gauche, mais qui va finir du coup par tomber dans une espèce de pente, parce que c'est ça le problème en fait. Le problème, c'est même pas tant les idées, c'est la direction dans laquelle elles vont, c'est la pente. Et à mon avis, donc, les idées de gauche telles qu'elles se formulent actuellement vont avoir tendance à avoir une pente dangereuse. Une pente qui est en train de partir en couille. Et on le voit, à mon avis, avec toutes sortes d'excès, en fait quelque chose qui finit par ne plus être attirant du tout et par devenir... En fait, je suis désolée, hein, je vais dire un truc qui va pas être très plaisant forcément. De principe, j'ai pas grand-chose... par exemple, l'homosexualité me laisse parfaitement indifférente. Et je pense que en cela, je suis totalement de mon époque, c'est-à-dire que... on m'a tellement peu inculqué d'idées homophobes, ou de façon de voir homophobe, que c'est comme les noirs, tu vois. Enfin, moi, j'ai une réflexion sur ça, je suis restée très années 80-90, c'est-à-dire, en fait, j'ai été élevée avec... où il y avait des gens de couleur dans ma classe, il y avait des gays dans ma classe plus tard, au lycée... Enfin, avant que tout ça ne parte en couille LGBTQ, en fait, on était arrivé à un stade de la société où ces choses passaient inaperçues. Ce qui est en fait un énorme progrès. Désolée. Et en fait, où justement, il y avait pas de... Il pouvait y avoir un éventuel questionnement, peut-être une curiosité, ou un reste de... Je sais pas quoi, mais en tout cas, c'était pas assez significatif pour constituer ce qu'on pourrait appeler une discrimination. Et dans le cerveau des gens random, tu vois, comme moi. Je veux dire, moi, ça me préoccupait pas du tout, et mon petit cas, les gens qui étaient... Je sais pas. On était avant tout ce bordel, en fait. On était avant les réseaux, on était avant... voilà, et j'ai l'impression que les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie qui étaient concernées par ces choses-là, mais qui n'en faisaient pas forcément une identité ou quelque chose comme ça, en fait, ces questions ne se posaient pas de la même façon, et c'était quelque part beaucoup plus serein, en fait. Et d'ailleurs, il y avait l'espace pour un vrai dialogue. Je me rappelle avoir eu des discussions très longues, des nuits entières de discussions avec un pote gay. C'était génial. C'était génial, et c'était avant que tout ça ne s'envenime, et que voilà. Et je me rappelle, ouais, c'est ça, c'était à l'époque de la manif pour tous, et j'étais partie faire de la guitare avec un ami qui se trouvait, voilà, qui n'était pas un ami homosexuel, un ami qui se trouvait être homosexuel. Et donc à un moment donné, comme c'était dans l'air, on s'est mis à avoir ce genre de discussion, et on a parlé pendant 5 ou 6 heures. Et je garde un souvenir très ému, et c'est comme si justement j'avais l'impression comme j'avais peu eu d'entourage concerné par l'homosexualité, c'était presque la première fois de ma vie où j'avais quelqu'un qui me racontait sa vie, en fait, sur ce sujet-là. On échangeait, en fait. Et comme on était avant toute l'énorme masse de trucs qu'ont amené les réseaux sociaux, l'espèce de discours piège, en fait, où vraiment il n'y a plus moyen d'avoir un débat sans que ça parte en couille, on a été, en tout cas voilà, c'est une des discussions les plus constructives que j'ai jamais eues à ce sujet, où il n'y avait pas de drama, voilà. Bref, tout ça pour dire oui, et donc voilà, donc ce que je voulais dire de polémique que j'ai oublié de dire, c'était que en fait, là où... tu vois, voilà.
autant je n'ai pas de problème de principe, et avant que ça parte en couille, je n'en ai jamais eu en fait, avec par exemple l'homosexualité, masculine, féminine, bref, on s'en fout. Autant par exemple, je vois dans ma génération, en fait, des nanas, en fait 50% des nanas sont devenues lesbiennes. Et là tu fais... Alors les gars, par contre là, excusez-moi, hein, je veux bien croire que ça existe, je veux bien vous donner mais 50% quand même. Et quasiment la totalité des gamins dans les écoles actuellement, qui sont en train de se poser la question de s'ils sont un homme ou une femme, ou s'ils aiment les hommes ou les femmes, et qui sont en train de parler que de ça dans la cour de récré, tu vois. Je suis pas sûre que ça me plaise, ce monde-là. Je suis désolée. Et en fait là... ma tolérance, on va dire, au phénomène s'arrête à cet endroit. S'arrête au cours de récré où les gens sont en train de se harceler. Ça part en couille, en fait. Ça part en couille, objectivement. Et excusez-moi, quand la moitié de la population, voire plus, commence à se poser la question si elle est homosexuelle, en fait, là, on a basculé dans autre chose. On a basculé dans un phénomène religieux, presque, quasiment. Une folie. Un truc où en fait là on est hors, on n'est plus dans une question d'homophobie ou de quoi que ce soit, on est dans un truc fou et qui n'a plus rien à voir avec la vie, et où je suis désolée de le dire, mais il y a pour moi, à partir du moment où tu stérilises en fait, moi je crois que pour le coup sur ça je suis conservatrice, c'est-à-dire que pour moi je voudrais pas j'ai peur d'un futur où les bébés seraient conçus hors du ventre de leur mère ou dans des mères porteuses, ou je sais pas quoi. Je pense que je suis attachée de manière irréfragable à ce principe, pas au principe de la famille, machin, la famille c'est vaste, mais au fait que, je suis désolée, mais je voudrais que les enfants... la nature fait très très bien son taf. Donc s'il vous plaît, laissez les hommes féconder les femmes, et les femmes porter les enfants, et les papas aider les mamans qui sont... laissez un tout petit peu de cohérence là-dedans, en fait. Arrêtez de nous emmener vers un monde dans lequel les gens sont asexués, non plus de sexe défini, et dans lequel on va finir par procréer de manière totalement artificielle, et hors de tout référentiel familial, quel qu'il soit d'ailleurs, en fait, parce que pour le coup, ça, j'ai étudié de l'anthropologie, et je sais que le référentiel familial, c'est quelque chose, chaque culture a ses spécificités, et c'est magnifique d'ailleurs. Moi je suis complètement subjuguée par la diversité. Et la diversité, là j'utilise ce mot dans son sens réel et non piégé, c'est-à-dire je suis subjuguée par on va dire la créativité des cultures humaines à ce niveau-là. Mais je pense que le référentiel familial, c'est un truc qui nous constitue en tant qu'humanité, comme le langage, comme je sais pas, comme le sacré à sa manière, et je refuse qu'on fasse péter ce truc-là. Donc en fait, ma tolérance va s'arrêter. Ma tolérance s'arrête là où on est en train de faire péter des grands, ce que j'ai l'impression qui sont des grands universaux anthropologiques, et comportant, donc comme je l'ai dit, un certain nombre de variations, mais à mon avis on n'a pas le droit de... En fait, on n'a pas le droit de toucher à ça. Et je pense, je suis donc, voilà, c'est ce qui me place également du côté des... Voilà, je pense que tout n'est pas relatif, et que je pense, et l'histoire de notre siècle et de notre époque nous le dira bien assez violemment, qu'en fait, on a beau se prendre pour les rois du monde, les rois du pétrole et les rois de mon cul, on n'a pas le droit de toucher à tout. Je suis désolée, en fait. Je crois que il me semble qu'il y a des limites, et je pense que les mythes, et y compris les mythes modernes, dont je parlerai abondamment, je pense à Frankenstein et Faust, qui sont, à mon avis, qui rentrent dans la catégorie du mythe moderne. J'expliquerai pourquoi. À mon avis, ces fictions ne sont pas faites pour les chiens, et nous mettent en garde, en fait, contre ce que l'humanité entière a connu de tout temps, de toute éternité, sous le nom d'hubris et de démesure. Et encore une fois, tout ne rentre pas dans cette catégorie aussi. Je pense que la démesure, elle est dans les deux sens. Elle est autant... Elle peut être... En fait, à mon avis, c'est ça. La démesure, elle peut être autant du côté des...
on va dire, du côté des progressistes que des conservateurs, on va dire. Enfin, à partir du moment où il y a une rigidification, en fait, on perd le bon sens. Et à mon avis, là, on est en train de se précipiter, de franchir certaines limites, tout simplement, puis on n'en voit pas forcément les conséquences immédiatement, donc on a l'impression que c'est ok. Mais ça finit par se retourner contre nous, et je pense qu'on est déjà en train de... On commence tout juste, on va rentrer dans la période où on va commencer à payer la note. Et ça va être moche. Et en fait, je pense que la raison pour laquelle on va avoir besoin de la droite... d'une nouvelle droite en fait, de quelque chose qui est en train de naître actuellement, qui est né grâce aux Gilets jaunes, grâce au Freedom Convoy, grâce à tout ce qui est en train de se passer à droite. J'ai pas encore de... Je commence à avoir une petite compréhension de tout ça, mais voilà. Et là où on va avoir besoin de ces gens, mais besoin, c'est-à-dire on va pas être obligé d'ailleurs de la même manière qu'on peut reconnaître au féminisme d'avoir fait un travail qui avait besoin d'être fait dans les années 50-60, et qui a donné de bons fruits d'ailleurs, qui a donné des bonnes choses, qui a permis à certaines choses d'émerger, à certains questionnements, et qui nous fait basculer dans l'extrême modernité, et en fait qui nous fait changer d'époque, et maintenant c'est trop tard. De la même manière, nous sommes en train on va avoir besoin de certaines valeurs d'enracinement, d'un certain rétro-pédalage, qui va devenir de plus en plus attractif, pour une simple raison. Alors il y a des raisons, comme dit par exemple un certain monsieur Todd, et je pense qu'il a totalement raison là-dessus, c'est que les conditions de vie on va s'appauvrir en fait concrètement, donc on va avoir besoin d'arrêter de péter toutes les solidarités familiales et conjugales, comme si c'était rien du tout, parce que de toute façon on va pas pouvoir se le permettre. Donc ça veut pas forcément dire qu'il faut plus divorcer ou je sais pas quoi, mais ça veut dire qu'on fera peut-être plus attention à nos relations, on sera peut-être plus courageux. Je dis pas qu'il y avait pas de courage, mais je pense que c'est c'est pareil, c'est toute une histoire de balancier. Il y a eu une époque où divorcer c'était courageux, où vraiment, et ça l'est encore à certains égards. Mais je pense que de manière plus généraliste maintenant, divorcer est un luxe, est un caprice, un caprice généralisé, et que on va retrouver, on va retrouver des gens qui ont l'espèce de niaque et de désir de se dépasser un peu dans ce domaine-là. Donc de ne pas rechercher uniquement leur petit plaisir individuel et leur épanouissement unique, et qui vont y réfléchir à deux fois, et tout simplement aussi parce que les conditions économiques vont se durcir. Et autre chose, parce que j'ai perdu mon fil. Je sais plus ce que je disais, mais bon, voilà. Voilà, donc tout ça, ça va être un peu les thèmes que je voudrais enregistrer, sur lesquels j'aimerais m'exprimer à l'oral. Je sens que je suis très enthousiaste en fait à l'idée de le faire, que ce micro me donne des frissons. Donc c'est un très bon signe, ça veut dire que tous ces thèmes-là vont vraiment me mobiliser, que je vais faire de mon mieux pour faire des exposés, et je pense que... Et mon but, encore une fois, c'est vraiment... c'est un peu... c'est un peu la paix, en fait. C'est un peu de limiter... j'ai l'impression que ça me donne, et d'ailleurs, ça c'est mon petit côté perché symbolico truc, l'état de guerre actuel dans lequel... L'état de guerre réel, on va dire, est affiché, visible, qui est en train de se produire actuellement dans le monde, me donne l'impression de refléter une guerre, un état de guerre interne dans lequel nous sommes en fait. Je sais que c'est très new agey comme façon de penser, mais c'est comme si on avait, à mon avis, il y a du vrai là-dedans. On est en état de guerre intérieure, de guerre morale, en fait, de déliquescence morale, à tel point qu'on a fini par attirer, ou par fomenter, par créer un conflit extérieur qui symbolise cela, en fait, à mon avis. C'est ma perspective. Ça peut être... c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Mais moi, en tout cas, c'est mon sentiment, c'est mon intuition, que... Il y a quelque part dans ce qui est en train de se produire, et qui à mon avis n'est que le début de quelque chose
qui va être très difficile et douloureux, mais il faut qu'on garde confiance dans le fait qu'il y a une traversée de ça qui n'aura pas que des... Enfin, évidemment, il va y avoir des choses atroces, mais en tout cas, il faut garder confiance que c'est pas la fin du monde, que c'est une traversée de quelque chose de difficile auquel on devait de toute façon se préparer, parce que je pense que beaucoup de gens le ressentaient. Et qu'il n'y a pas de fatalité, enfin, il y a quelque chose qui doit nous remettre en question aussi, chacun à sa manière. Et encore une fois, ce n'est pas une caution, ce n'est pas une façon de cautionner, c'est une façon de se repositionner, ne pas uniquement tout mettre à l'extérieur, en fait, tout mettre à l'extérieur de soi, mais percevoir à quel point on a chacun son rôle à jouer dans ce qui est en l'occurrence un conflit. Et je pense que ça, c'est très important. C'est très important pour notre époque. Et voilà, et je promets pour les prochains audios un filtre anti-pop. Donc on n'entendra plus le voilà. Et tous ces thèmes-là sont sur le feu. En fait, ça fait des années qu'ils mûrissent. En fait, ce qui est très enthousiasmant pour moi, et ça s'entend peut-être dans ma voix, c'est que c'est des thèmes qui, j'ai l'impression qu'ils ont fait comme des fruits, en fait. Ils poussent depuis des années. Ils sont en train de prendre forme, en fait, en moi, comme des bébés. Comme des petits embryons quelque part à l'intérieur de mon corps, et que j'arrive au moment où c'est le moment de les accoucher. Donc quel que soit d'ailleurs leur état de fragilité ou d'imperfection, c'est le moment d'ouvrir ma bouche, et le fait de le faire me rend assez joyeuse, parce que j'ai l'impression que c'est nécessaire, et je le fais vraiment pas dans un esprit qui cherche à diviser. Je le dis vraiment, je le dis en toute sincérité. J'ai eu peur de ça. J'ai eu peur de tomber dans ce travers quand je me voyais justement, même quand je voyais, on va parler cash, mais que je voyais que mon YouTube, mes abonnements tendaient à se droitiser. Enfin, disons que je commençais à être un peu échaudée, en fait, tout simplement, de la tournure que prenaient les idées et les événements et le monde culturel en général. Et donc, où je regardais mes abonnements, et évidemment, j'étais pas sur des chaînes de gros timbrés, mais je me disais, en fait, je suis sur des discours soit de gauche désabusés, c'est-à-dire de gens qui en peuvent plus et qui décampent, soit de gens qui sont en train de se droitiser, ou en tout cas de découvrir le côté conservateur de la force. Et en fait, mon but n'est pas non plus... Voilà, j'ai quand même eu des préoccupations par rapport à ça, par rapport à un éventuel effet de polarisation qui me plaît pas non plus, parce que j'ai vu un peu les mêmes écueils d'un côté et de l'autre. Et je pense que tout le monde les a vus. C'est-à-dire que tout le monde a vu que... ça veut pas dire que, encore une fois, tout se vaut, et que... Mais il y a des automatismes, des excès, un espèce de starter pack d'idées qui existent dans les deux camps. Et à un moment donné, je me dis, le rôle de la pensée, le rôle de la philosophie, le rôle de la réflexion, c'est également... C'est pas de se prétendre au-dessus des camps, et d'ailleurs je pense que je m'affiche ici, je suis pas non plus malhonnête, mais c'est quand même d'élever un peu le niveau, quoi. C'est juste de proposer une synthèse, voilà, de montrer qu'on peut aller un peu plus loin, et qu'on peut même, en tout cas qu'on peut apporter de la matière pour qu'ensuite les gens puissent faire leur tambouille. Je me perds un peu, je commence à fatiguer, et voilà, je ne m'attendais pas forcément ni à parler aussi longtemps, ni à présenter en fait ce que j'allais faire. C'était simplement un test micro à la base qui a dégénéré en présentation du futur programme. Voilà, je vais potentiellement le poster, je vais voir. Et je pense pas que ce sera très entendu, ça n'a pas vocation à l'être. Pour moi, c'est plus une façon de me lancer, en fait. Et je sais, en fait, c'est très prétentieux de dire ça comme ça. Je veux pas non plus être prétentieuse, c'est pas mon but, mais je pense qu'il y a une telle nécessité, de toute façon, d'ouvrir ces sujets. Et il y a déjà plein de gens qui le font, en fait. En fait, c'est ça, j'ai pas du tout l'impression de sortir de nulle part, j'ai l'impression d'être vraiment dans la continuité
de youtubeurs que j'ai commencé à suivre. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment très envie de m'insérer dans le débat parce qu'il y a des idées très intéressantes et parce que je pense qu'elles appellent des esprits intéressés et en mouvement à les développer. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que je prends cette initiative aujourd'hui avec un grand bonheur. Et avec en tout cas l'espoir, pas la certitude parce qu'on l'a jamais, mais l'espoir très grand que ça saura rencontrer des gens intéressés et des interlocuteurs. Voilà. Donc je vous remercie. Si jamais une personne avait eu je sais pas, le temps, la concentration d'écouter et également la patience sonore, parce que je sais qu'il y a des je vais remédier à ça bientôt, mais voilà, la patience d'écouter ça jusqu'au bout, merci infiniment et voilà, je ne vais pas faire le laïus habituel sur partager, liker, je pense que c'est bon, on sait. Bonne journée.